Moby vous présente iWeek, toute l'actualité Apple en live sur Watch TV. Bonsoir, soyez les bienvenus dans iWeek. On est mardi soir, c'est Watch TV, il est 20h, on est en direct. On va passer 1 heure ensemble pour balayer toute l'actu Apple. Et vous le voyez, on est plusieurs, comme toutes les semaines, on est 4 pour être très précis. Alors je vais tout de suite faire le tour des copains qui sont au rendez-vous ce soir. Je vous dis bonjour et bonsoir à tous les trois. Salut. Salut. Oh bah dis donc. Bonsoir. Salut Fred. Salut Benjamin. Oh bah dis donc, t'es tout timide ce soir, qu'est-ce qui se passe? Bah non, je suis pas timide comme d'habitude. Oh bah, ah oui, t'es timide comme d'habitude, c'est ça? Voilà, c'est ça. Bon d'accord. On va te retrouver tout à l'heure Fred pour ta désormais chronique récurrente avec 2 trucs et astuces encore aujourd'hui. Allez, en un mot, tu vas nous parler de quoi ce soir? On va regarder un petit peu les petits changements de OS 10 Yosemite qui peuvent un petit peu choquer lorsqu'on a l'habitude d'utiliser déjà macOS 10. Voilà, on en saura plus tout à l'heure avec ces mystère. Voilà, avec ces petites astuces en vidéo que tu nous commenteras en direct. On va aussi saluer, il est en dessous de toi Fred, Grégoire Martinez. Salut Grégoire. Salut, ça va Benjamin? Bah ça va super, et toi? Bah écoute, oui, ça va très bien. L'actualité est riche encore, donc plein de choses à dire. L'actu que tu traites sur l'Actu Techno, le site et le magazine. Excellent. Et le mag, voilà. Les deux. Il est en kiosque, hein, profitez-en. Il est en kiosque, ouais. Avec notamment un très bon dossier sur Netflix. Si vous dossier sur Netflix, une enquête sur le droit à l'oubli, et puis l'interview d'Axel Lemaire, secrétaire d'État chargé du numérique. Et il y a aussi le test de l'iPhone 6. Voilà, et on s'est croisés à la Paris Games Week où tu as passé beaucoup de temps la semaine dernière. Et puis le 4e participant de cette émission, vous le connaissez, c'est l'une des figures, l'un des piliers. On s'est vu aussi la semaine dernière, Gilles, à la porte de Versailles. Tu y étais toi aussi, salut. Salut Benjamin, oui on s'est aperçu, il y a des micros Watch TV qui traînaient partout. Bon, t'as vu, je suis passé assez vite, hein. Alors, on t'a croisé en coup de vent. Fallait, ouais. Voilà, on m'a vu arriver lentement, on m'a vu repartir beaucoup plus vite. Je crois que j'avais un direct à gérer une demi-heure après avoir quitté la porte de Versailles, donc j'ai pas eu le temps trop de traîner. Voilà, les présentations sont faites. On se retrouve dans une seconde pour entrer dans le vif du sujet de cette iWeek numéro 9. C'est parti. Alors beaucoup de sujets dans l'actu aujourd'hui. Alors pour vous mettre un petit peu dans la confidence, on a un conducteur partagé, donc un document auquel on accède tous. Il a été fait dans l'après-midi et c'est vrai que voilà, le sujet numéro 1. Alors j'ai pas mal hésité à le placer en tête, mais c'est vrai que ça a été à la fois une telle surprise et ça a fait tellement de bruit cette semaine. Que je voudrais quand même qu'on dise un mot de cette actualité un peu périphérique à Apple, parce qu'elle concerne Tim Cook et sa vie personnelle, mais quand même... Mais elle est importante quand même. Voilà, quelle affaire, le coming out de Tim Cook. Justement, Grégoire, voilà, dis-nous en quoi ça relève Cook, de... En fait, justement, c'est marrant, parce que la semaine dernière, j'étais sur le plateau et je disais que Tim Cook parlait jamais de sa vie personnelle. 2 jours plus tard, Tim Cook publie une longue lettre dans Business Insider, si je dis pas de bêtises, ou sur Bloomberg, je sais plus, l'un ou l'autre. Regarde. Sur Bloomberg, voilà. Voilà. Dans lequel il annonce officiellement ce qu'on savait déjà, à savoir qu'il est gay, qu'il est homo. Comment ça, on savait déjà? Et comment ça, on savait déjà? En disant, Grégoire. Être gay est la plus belle chose que Dieu m'ait donnée, et je vis très bien avec, ou quelque chose comme ça, j'ai oublié la formulation exacte. Enfin voilà, donc Tim Cook dit ça, et explique que s'il l'a jamais dit avant, c'est parce qu'il voulait une séparation entre vie privée et vie professionnelle, mais qu'il s'était rendu compte que ne pas dire ça officiellement l'empêchait peut-être
d'agir pour la cause homosexuelle et des choses comme ça. Donc il a décidé de le dire et d'agir vraiment pour une égalité plus forte entre les hétéros et les homos. Alors, tu as dit ce qu'on savait déjà. Alors, je suis désolé, comment ça? Il l'avait jamais dit. En fait, Tim Cook l'a jamais dit officiellement et Tim Cook n'en a jamais parlé, mais c'était sorti dans un magazine gay américain il y a quelques années, si je dis pas de bêtises. Il y a quelques mois. C'était sorti dans un magazine gay américain il y a quelques années. Plusieurs années, oui. Oui. Plusieurs années. Pour être tout à fait précis, je te posais la question un petit peu en candide parce qu'il s'est passé autre chose. Pardon, il s'est passé autre chose au mois de juin. C'était fin juin. Il y a eu cette émission de télé dans laquelle un présentateur de CNBC, un peu par maladresse ou par accident, hein, effectivement, dans une phrase a glissé que effectivement Tim Cook était gay. Voilà, mais à l'époque c'était pas officiel du tout puisque Tim Cook n'avait jamais n'en avait jamais parlé avant la semaine dernière et donc pour la première fois il a décidé de dire officiellement. Voilà, il y a un très bon article de The Verge qui dit voilà que grosso modo on savait déjà qu'il était gay, mais que ce qu'on savait pas c'est comment il vivait avec ça et que cet article et cette longue lettre publiée permettent d'en savoir un peu plus. Ouais. Alors Grégoire, il y a un truc que tu m'as toujours pas dit, c'est en quoi ça avait un rapport avec Apple, parce que pour l'instant c'est que de la vie privée. Il y a deux choses. Il faut savoir qu'Apple est une entreprise très impliquée. Enfin, ça va faire un peu discours d'Apple, mais est une entreprise très impliquée dans la vie de ses salariés et dans leur et pour leur bien-être en tout cas. Et Apple s'est engagé, ça fait un certain temps, qui s'engage pour la cause homosexuelle, pour plein de choses comme ça. Ils avaient entre autres, ils avaient dit qu'ils étaient contre. Il y avait eu une proposition, je crois que c'est la proposition 8 en Californie, qui voulait annuler la possibilité pour les homos de se marier. Et Apple avait officiellement dit qu'ils étaient contre. Et puis, chaque année, on a un cortège Apple à la Gay Pride à San Francisco. Enfin, voilà, des choses comme ça. Donc, Apple est très impliqué là-dedans. Et en plus, c'est ressorti vis-à-vis d'Apple, puisque en Russie, cette semaine, on a tout simplement démonté ou démoli, même, je crois qu'on peut dire ça comme ça. Ouais, mais ça, c'est une conséquence, Grégoire. Oui, c'est une conséquence. Mais alors, ça montre bien un certain état d'esprit quand même. Alors, Gilles, dis-nous ce que tu en penses, toi, parce que pas tout à fait d'accord avec Grégoire. Non, Apple est très impliqué dans tout ce qui est égalité des droits, non seulement hétéro, homo, mais au niveau de la couleur, au niveau du de tout ce qui est égalité homme-femme aussi, ils essayent de bosser un peu là-dessus. Voilà, ils ont, je pense que c'est un contre-feu. En plus, ils communiquent jamais au hasard. Il y a quelque chose qui s'est passé il y a 2 semaines, c'est l'annonce du remboursement par Apple et par Facebook de la congélation de vos sites pour les femmes qui le désiraient. Absolument. Ça a été pris par pas mal de gens, y compris ici en France, comme quelque chose une emprise du grand capital et des grosses multinationales américaines sur le corps des femmes et celui des salariés en général. Or, on est typiquement dans une démarche d'égalité des droits, y compris au niveau pécunier, puisque je n'ai aucune idée précise de ce que coûte une assurance privée américaine, mais ça m'étonnerait que ça fasse partie des garanties les plus largement remboursées aux États-Unis. Alors, si j'ai bien compris, c'est cette congélation, en gros, ça coûte $50,000. Hein. Donc voilà, pour avoir une petite idée. Mais donc pour toi, ce coming out, cette annonce de Tim Cook, elle vient dans le prolongement de cette proposition, c'est ça. Voilà, on explique qu'on est dans une démarche d'égalité et d'égalité des droits, y compris au niveau d'efforts qui sont faits au niveau social par ces sociétés américaines qui ont pour nécessité d'attirer tous les talents du monde, non seulement au niveau salarial, mais au niveau des conditions de vie. On a davantage de congés chez Apple qu'on en a légalement en Californie, etc., etc. On a tout un tas d'avantages qu'on n'a pas dans
Alors là, je suis pas du tout d'accord base. par contre avec toi, Gilles. Je pense vraiment pas qu'on puisse dire que Tim Cook choisit de communiquer aujourd'hui sur le fait qu'il est gay juste parce qu'il y a 2 semaines, ils ont dit qu'ils allaient congeler, qu'ils allaient rembourser la congélation. La congélation des ovocytes. Ou si c'est le cas, je trouve ça vraiment ridicule dans le sens où ça n'a pas vraiment de rapport sur le fond, même si on peut prendre ça effectivement sur le pied de l'égalité. Et ça, je trouverais ça vraiment débile, honnêtement, que Tim Cook ait dit oui, ok, je me mets à en parler maintenant, parce qu'en gros, quelques communicants chez Apple lui ont soufflé l'idée que ça serait pas mal. Alors, vous savez quoi, on va se tourner vers Fred, qui pour l'instant a pas encore réagi. Qu'est-ce que tu en penses, Fred, de cette affaire qui concerne Tim Cook et Apple ou pas Apple pour toi? Déjà, je pense que, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas une grande surprise pour toutes les personnes qui s'intéressent à Apple. Effectivement, j'arrivais pas trop à retracer, mais a priori, tu l'as fait pour moi. Ça avait un peu plus ou moins filtré il y a pas longtemps. Mais attends, excusez-moi, je peux vous poser une question bête. Qu'est-ce que ça peut faire? Rien. On s'en fiche. Voilà, on est bien d'accord. C'est exactement là-dessus que j'allais rebondir, c'est qu'on s'en fiche un petit peu. Maintenant qu'il l'exprime, qu'il fasse taire certaines rumeurs et qu'il clarifie les choses, c'est son entière responsabilité, son entière décision. Il l'a fait, il a décidé de le partager. Ça arrive aussi peut-être à un moment où il commence à gagner en assurance dans sa position de CEO d'Apple. Ça, c'est intéressant. Ouais. La transition Steve Jobs, Tim Cook a l'air d'être consommée maintenant. Il a vraiment pris les rênes d'Apple. Il n'a plus rien, entre guillemets, à prouver que ce qu'il n'avait jusqu'à présent à faire, c'est-à-dire qu'il est capable de diriger Apple. Et donc, il peut, je pense, s'ouvrir sur sa propre vie privée et commencer à parler de ce genre de choses sans risquer de mettre que justement ça rebondisse sur Apple. Ça, c'est intéressant. Ouais. Justement, je vais donner un exemple. Gilles, est-ce que le timing justement est pas plus significatif que l'info elle-même qui tient vraiment de l'ordre du privé, mais est-ce qu'il n'a pas choisi ce moment et justement en le replaçant dans le contexte d'Apple, énorme succès de l'iPhone, arrivée attendue de l'Apple Watch, on est dans une sorte de phase transitoire où tout réussit à la marque. Et effectivement, est-ce qu'il n'est pas un moment aussi où il a pris la place de Steve Jobs et aujourd'hui il est temps de tourner la page, y compris de montrer que Tim Cook est un homme différent de ce qu'avait été Jobs, y compris du point de vue personnel et presque intime. Quand il avait pris les rênes, il avait été titré, je ne sais plus quel magazine avait titré Tim Cook, le gay le plus puissant de l'économie américaine. On le dit toujours aujourd'hui. Hein. Enfin, oui. Oui, mais comment dire. Donc c'est pas nouveau. Il y avait 36 occasions de sortir des placards, comme on dit. Je vais vous donner un exemple. Il y a environ 10 ans, Apple avait eu une menace de procès d'une employée qui avait été virée, à peu près en 2004, qui avait été virée. Elle était noire et homosexuelle, et elle avait fait un procès, commencé à vouloir intenter un procès à Apple, disant qu'elle avait été virée pour son orientation et sa couleur. Dans les 2 jours, le portail des offres d'emploi d'Apple avait changé, ou dans les 24 heures, avait changé de photo, et on voyait 2 filles côte à côte, et c'était évident que c'était la représentation était là pour contrer, allumer un contre-feu par rapport à cette menace de procès. Et elle était d'autant plus ridicule que justement Tim Cook était connu d'ores et déjà comme homosexuel dans le milieu IT. Donc comment dire, pourquoi aujourd'hui plutôt qu'une autre oui. Il y a forcément une raison, oui. Alors, que ce soit une raison personnelle ou un truc plus général, il a mis en avant le fait que des jeunes soient mal à l'aise par rapport à leur orientation, à leur choix, et que il voulait aider. C'est la grande ambition, le mantra qui est mis en avant par Tim Cook qu'Apple rende le monde meilleur.
mais tu vois, c'est peut-être le monde. Ça donne peut-être une image de monde de bisounours, mais dans un sens, je trouve ça bien. C'est pas les bisounours, c'est l'égalité des droits. C'est quelque chose qui, si c'est en train de, enfin, être homo, c'est quelque chose qui est en train de rentrer plus ou moins dans les mœurs, on va dire. Ça a beaucoup changé depuis quelques années. On voit que les choses changent, peut-être pas assez vite au goût de certains. Maintenant, je pense que s'engager un peu et sur ce terrain-là, de la part de quelqu'un qui est quand même influent, je trouve ça bien. Ouais. Grégoire, on va pas faire ce soir un débat sur l'homosexualité. Faut-il la révéler au grand jour ou pas? C'est pas du tout l'idée d'iWeek. Quand même, ce qui nous intéresse aussi ce soir, c'est de savoir est-ce qu'il va y avoir des conséquences pour Apple. Tu l'as évoqué. Alors c'est très symbolique, mais ce mémorial dédié à Steve Jobs qui a été démonté en Russie, on le voit, hein, c'est une sorte d'iPhone géant qui fait 2 mètres de haut, qui a été démonté à Saint-Pétersbourg. Parce que du jour au lendemain, c'est devenu un objet de propagande homosexuel. Enfin, c'est assez délirant quand même. Il faut bien savoir qu'en Russie, de toute façon, ça fait quelques années maintenant qu'il fait pas bon être gay en Russie, quoi, ou enfin être lesbienne. Voilà. C'est d'autant plus stupide que c'est un mémorial à la mémoire de Steve Jobs, qui était farouchement hétérosexuel, qui a chopé tout un tas de minettes tout au long de sa vie. Enfin, jusqu'à ce qu'il. On faut voir les biographies de Steve. Hein, jusqu'à ce qu'il qu'il rencontre Lorraine, quoi. Donc, c'est absolument c'est stupide. Ouais. Juste, la bêtise ne s'imite pas à la Russie. Hein. Il suffit d'aller voir sur les commentaires de certains grands magazines français. C'est assez confondant. Hein. Ah oui, non, mais ça c'est. On n'est pas là pour faire un débat, comme tu le disais, sur l'homosexualité, mais on le voit bien. On voit bien que c'est pas encore accepté par tous quand on a des choses comme le mariage pour tous. Ou, voilà, c'est pas. Et je crois même que dans un 20h sur une grande chaîne française, on va dire que la désannonce ou le pied, comme on l'appelle, après le sujet sur Tim Cook et son coming out, a été un petit peu limite. Voilà. En tout cas, c'est ce que j'ai cru voir passer sur Twitter. J'ai pas vu ce JT, mais voilà. Donc il reste quelques progrès à faire, on va dire, culturellement, ici ou là. Mais c'est pour ça que c'est bien qu'il s'engage aussi, je pense. C'était quoi l'aphorisme dans les tontons flingueurs? Les cons, ça ose tout? Ça doit être ça. Merci Gilles. Moi je dirais que tout est bon pour passer dans un certain zapping. Tu crois? Ouais, peut-être. Ouais, bon, mais écoute, alors on va d'autant plus vite passer à autre chose. Voilà, c'était quand même important qu'on en parle parce que ça fait aussi partie de la culture finalement et c'est quand même quelque part une page qui se tourne aussi pour Apple et ses patrons. On va revenir à l'actu de l'écosystème, puisque c'est ce qui nous anime ici chaque semaine dans iWeek, avec alors ce chiffre qui est tombé tout à l'heure, je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Alors l'ensemble, si on considère l'ensemble des profits réalisés sur le marché de la mobilité, je pense que c'est aux États-Unis. La part d'Apple augmente encore, 86% dans la poche d'Apple. Et ce qui est assez étonnant, c'est que la part de Samsung plonge. Elle n'est plus que de 18% à un moment où Samsung a annoncé des résultats qui sont justement tirés vers le bas par la division mobile. Hein, c'est ça, Grégoire ? Effectivement, Samsung, il faut être honnête, hein, les résultats du dernier trimestre fiscal de Samsung sont pas bons du tout, à cause du mobile, j'allais dire grâce. À cause du mobile, tout simplement parce que le Galaxy S5 ne se vend pas aussi bien que ce qu'on espérait, que les derniers smartphones de Samsung n'ont pas forcément convaincu, que ce soit la presse ou les consommateurs. Donc ça se ressent dans les derniers résultats financiers de Samsung, d'autant plus qu'on sait bien que les marges de Samsung sont beaucoup moins importantes que les marges d'Apple. Ouais. Je voudrais dire un mot, on en a parlé déjà, avant de laisser la parole à Fred peut-être, parce qu'on monopolise, mais on avait parlé je crois que j'avais évoqué la stratégie de la serpillière. C'est-à-dire que Apple tient le haut du pavé et le haut des revenus en valeur, et les Chinois qui montent prennent le bas. Et Samsung est essoré
petit à petit par les Chinois qui montent et Apple qui reprend du poil de la bête. Les Chinois, c'est Huawei, c'est... Huawei, ZTE... Lenovo qui s'y bien sûr. met aussi. Qui vient de racheter, dont l'acquisition de Motorola vient d'être définitivement confirmée. Et en plus, c'est Samsung ne fonctionne en principe que sur la stratégie du carnet de chèques où on vend très cher au départ au niveau du prix d'Apple les téléphones quand ils viennent de sortir ou les produits quand ils viennent de sortir et très rapidement on sort le carnet de chèques et on fait des promotions pour écouler les stocks et on passe au device suivant. Et là ça ne fonctionne pas parce que justement les Chinois sont là pour prendre la place. Okay. J'allais dire Fred. C'est d'autant plus remarquable que lorsque tu regardes un petit peu certains sites d'information, notamment aux États-Unis, il y a tout un travail de SAP qui est fait, notamment actuellement sur les iPhone 6. Je lisais cet après-midi, information à vérifier, sur un site qui s'appelle BGR, qui n'est pas franchement connu pour être très pro-Apple. Apparemment, il y a plus ou moins une rumeur qui a l'air de circuler, comme quoi il y aurait un rappel massif d'iPhone 6 Plus, les modèles 128 gigaoctets, simplement parce qu'en fait, ils crashent et rebootent en boucle. Apparemment, ça concerne des utilisateurs qui ont énormément d'applications, donc à suivre, à peut-être rebondir, ça peut aller l'interface. Mais tout ça pour dire que l'information de manière assez récurrente, et malgré tout, Apple continue à vendre et à gagner des parts de marché. Ok Fred, écoute, ça tombe bien que tu aies pris la parole parce que tu ne bouges pas. On va revenir à toi dans un instant puisque c'est le moment de retrouver tes trucs et astuces. Donc on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Voilà les trucs et astuces de Fred. Fred, c'est toi, ça tombe bien. Alors qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui comme petite combine? Et on est iOS ou Yosemite? On va rester sur Yosemite parce que je crois que c'est un petit peu l'actualité du moment. Et autant un petit peu prendre ces petites choses qui vont peut-être un peu choquer des utilisateurs qui vont passer de Oasis Mavericks à Oasis Yosemite, notamment certaines habitudes. J'ai choisi aujourd'hui deux choses. Un comportement lié au mode plein écran et un autre comportement lié au volume sonore de Yosemite. Le premier, en fait, on va rapidement un petit peu recaler certaines choses. Tout le monde a l'habitude maintenant sur macOS 10 d'utiliser les trois petits boutons en haut de chaque fenêtre à gauche. Ils ont des comportements bien spécifiques. Le premier bouton permet de fermer une fenêtre. Si c'est une application à une fenêtre unique, ça te ferme automatiquement l'application. Du moins, c'est dans la guideline d'Apple. Donc, si le développeur a bien fait son travail, l'application va se quitter. Ensuite, si c'est un document, l'application te propose de l'enregistrer. Le deuxième bouton, celui du milieu, permet de ranger chaque fenêtre dans le dock ou alors de se marier dans l'icône de l'application si l'utilisateur a choisi cette option dans les préférences du système. Enfin, le troisième bouton, celui qui est le plus à droite, et c'est lui qui va nous intéresser ce soir, jusqu'à présent, il avait un but de redimensionner la fenêtre. Depuis Yosemite, ça a changé et je te propose donc de lancer une petite vidéo. Comme tu peux le voir, maintenant, on passe en mode plein écran. Donc, les personnes et les utilisateurs qui ont l'habitude jusqu'ici de redimensionner la fenêtre sont un peu perdus. Heureusement, il y a un truc. En utilisant la touche Alt, tu peux revenir à l'ancien comportement, le comportement qui était d'actualité jusqu'à macOS 10 Mavericks. Ça, c'est le premier truc pour ce soir. On passe à un deuxième truc un peu plus anodin, mais qui peut être aussi gênant pour les personnes qui ont l'habitude d'utiliser macOS 10 au quotidien. C'est le volume sonore. Si tu peux peut-être lancer notre petite vidéo, la deuxième. Voilà, tu vois, lorsque tu montes le volume, tu as une petite superposition qui te montre l'évolution du volume. Habituellement, ça t'émet un petit son, en fait, pour t'indiquer si le volume augmente ou baisse.
Désormais, c'est désactivé dans macOS 10. Et en fait, il faut aller dans les préférences du système. Il faut aller dans le panneau, dans le préfan son. Il faut cocher émettre un son lorsque le volume est modifié. Et donc, tu retrouves le comportement d'OS 10 habituel. Voilà, c'est 2 petits comportements qui peuvent être intéressants à connaître. Voilà, génial. Bah, écoute, très très bien. Alors dans iWeek, je vous le redis, hein, on s'adresse à la fois aux fans du Mac, à ceux qui connaissent très très bien à la fois les ordis, l'iPhone, l'iPad, etc. Puis on s'adresse aussi aux novices, à ceux qui découvrent un peu le monde Apple. Et donc voilà, on va alterner d'une semaine sur l'autre. On va monter un petit peu en gamme, ne t'inquiète pas. Ouais, non, mais ça veut dire que voilà. On monte crescendo. Ça peut vous sembler un peu basique, mais d'abord ce sont des petites astuces qu'on n'a pas forcément repérées même quand on est un expert. Et puis il y en aura aussi pour ceux qui sont un peu plus pointus. Donc ne vous désespérez pas. Tant qu'on y est, je voudrais saluer ceux qui nous regardent et qui sont sur Twitter avec le hashtag iWeekTV. Vous pouvez réagir et nous envoyer vos questions puisqu'on est en direct ce mardi soir de 20h à 21h. Je voudrais saluer Alexandra Legrand qui est avec nous quasiment toutes les semaines et qui nous a envoyé un petit bonjour. Salut Alexandra, salut aussi à Philippe, je crois du côté de la Belgique, et merci d'être avec nous. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des réactions sur Tim Cook par exemple, ou sur l'Apple Watch, ça va être notre prochain sujet. Profitez-en. Alors l'Apple Watch, il y a eu plusieurs. Alors pas des infos, hein, puisque les infos on les a toutes eues le mois dernier, mais il y a quand même eu plusieurs points, plusieurs news, voilà, plusieurs news qui sont sorties. La plus récente, et c'est toi qui m'a alerté tout à l'heure, juste avant qu'on commence, Grégoire, parce que je l'avais loupé en préparant l'émission. C'est sur MacG. C'est sur Mac Génération, effectivement. Alors il faut savoir, ça fait une semaine qu'on a pas mal d'infos, plus ou moins contradictoires sur la sortie et les prix de l'Apple Watch, enfin surtout sur sa date de sortie, puisque Angela Arendt, qui est la patronne des Apple Store chez Apple, avait déclaré dans une interview que l'Apple Watch, a priori, ça serait pas début 2015, mais plutôt printemps 2015. Et puis, donc, MacG et iGénération ont sorti cet après-midi une info indiquant qu'en fait l'Apple Watch serait disponible pour la Saint-Valentin, a priori, d'après leurs sources chez Apple. Et surtout, ils donnent des prix, puisque si Apple a communiqué le prix de $349 pour la version l'Apple Watch Sport Edition, c'est le seul prix qu'on avait. Alors d'après MacG, on serait à $500 pour l'Apple Watch en acier inoxydable, et entre $4 000 et $5 000 pour l'Apple Watch Edition en or jaune ou en or rose. Donc ça fait des prix qui iraient de $349 à $5 000. $5 000. On avait parlé de 10 000, je crois, le jour de la keynote. On avait évoqué un prix à 10 000 euros, mais déjà 5 000, ça me semble délirant, non ? Gilles ? Il y a un public pour ça. C'est peut-être plus en Russie, mais c'est vrai. Mais en même temps, on avait évoqué des prix délirants aussi au moment de l'iPhone, et on a vu ce qu'il en était. Donc, puis c'est la première génération. Vraisemblablement, il risque d'y avoir une baisse pour les générations suivantes, même si elle est à la marge. Ouais. Alors c'est ce qu'on a vu. Alors c'est pas une info, mais c'est une indication que j'ai eue il y a quelques heures, et je voudrais avoir votre point de vue. Quelqu'un d'assez bien informé, mais qui n'est pas chez Apple, me disait que contrairement à ce qui a été pas dit, mais en tout cas ce qui a été précisé au moment de la keynote, l'Apple Watch pourrait effectivement être étanche. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Alors moi, j'en ai pas entendu parler, mais ce serait une vraie bonne nouvelle, parce qu'une montre connectée pas étanche, c'est quand même un peu gênant. Fred ? Notamment par rapport aux vidéos de présentation du produit, où tu vois des gens faire du vélo, pour en faire plus qu'assidûment du vélo, et je peux te dire que tu prends régulièrement la pluie dans la figure. Et si tu as une montre qui n'est pas étanche, ça peut être un peu problématique, surtout si c'est ton outil principal pour récupérer des données comme ta cardio, tes consommations énergétiques, etc. Vous pensez que ça peut être une surprise d'un peu de dernière minute au moment du lancement effectif ?
l'étanchéité de l'Apple Watch? On sait pas tout sur l'Apple Watch. Il y a plein de caractéristiques techniques qu'on n'a pas. Peut-être qu'on aura une bonne surprise sur l'étanchéité au moment du lancement. Il y a plein de précisions qu'on n'a pas encore sur l'Apple Watch. Donc on peut espérer. Il faut comprendre une chose, c'est que c'est un produit qui a été présenté très en amont de sa sortie officielle. Il est fort possible que tous les tests et contrôles qualité n'aient pas encore été passés, pas encore aboutis. Ça fait peut-être partie de ce qui reste encore à Apple à tester ou à améliorer. Si elle est étanche, tu le sais parce que tu l'as conçue pour qu'elle soit étanche. Elle n'est pas étanche, tu la testes pas et tu te dis pas tiens, elle est étanche, tu vois. Non, pas forcément. Non, on s'est mal compris. Ça peut-être été conçu, mais bon, si le produit n'est pas... je sais pas si tu m'as bien compris. Non, mais je te charrie, j'ai bien compris. Gilles? Oui, et c'est peut-être une façon d'éviter une levée de bouclier. On a toujours des gens qui râlent à juste raison parce que l'iPhone et l'iPad non seulement n'est pas étanche, mais en même temps, s'il y a le moindre changement de couleur sur le capteur d'humidité, on a des ennuis ensuite avec le service de maintenance. Oui, c'est sûr. Donc c'était une question qu'il valait mieux, à mon avis, ne pas trop évoquer en amont, avant d'être sûr que c'était bien, c'était bien blindé. Et, Donc, clairement, si je comprends bien, tu n'écartes pas complètement cette hypothèse, c'est ça? Encore une fois, une montre non étanche, au moins aux éclaboussures et aux aléas de la vie quotidienne, n'a pas de sens. Ouais. Ne serait-ce qu'en allant se laver les mains, quoi. Et t'imagines le mec qui transpire énormément en faisant du sport. Oui, en faisant du sport en plus, oui. C'est pas étanche. Ok, d'accord. Bon, alors sur l'étanchéité, c'est bon. Autre point très important et discuté cette semaine, la date de sortie. Alors, j'ai bien écouté Tim Cook. Il a bien dit early 2015, donc début d'année 2015. Maintenant, si on en croit les papiers là, de ces dernières heures, on serait plutôt sur le printemps et pas forcément sur la Saint-Valentin d'ailleurs. Mais parce que c'est ce qu'a déclaré en fait Angela Arendt, la patronne des Apple Store, dans une interview. Au lieu de dire début 2015, elle a dit printemps 2015. C'est pas tout à fait pareil. Hein. Non, c'est pas pareil. Non, mais on a un événement qui est venu s'intercaler entre l'annonce officielle par Apple et puis les informations qui débouchent maintenant, c'est le problème de faillite de GT Advanced Technologies qui était réputé fabriquer les verres saphir ou les verres durcis pour Apple et pour la montre. L'usine de Mesa en Arizona était censée arriver à pleine capacité de production tout début 2015. Or, là, la société s'est mise sous la protection du régime américain des faillites et Apple doit être en train, vraisemblablement, de taper un peu partout à la porte des autres fournisseurs pour essayer de trouver des verres pour ces montres. Ouais, on en avait parlé justement de cette situation compliquée avec le fabricant de saphir. Alors sur Twitter avec le hashtag #TV, je parlais justement de Philippe Legrand tout à l'heure. Voilà, lui nous dit il y en aura plusieurs des surprises. Il ne dévoile pas tout, surtout à 5 mois du lancement, c'est clair. Voilà, c'est sûr qu'ils en gardent sans doute sous le coude, d'autant qu'il est fort probable qu'il y ait à nouveau un événement Apple pour le lancement effectif de l'Apple Watch. Ils vont sans doute remettre le couvert, autrement dit. Après, c'est toujours pareil. Moi, je pense effectivement qu'il y aura un truc pour le lancement de l'Apple Watch. Maintenant, ça peut pas faire. Je pense pas que ça puisse faire une keynote entière. Donc, on peut se poser la question de ce qu'il pourrait y avoir. Qu'est-ce qui nous réserve? C'est ça que tu veux dire? Dans le calendrier d'Apple, il y a plus de keynote au moment du lancement de l'Apple Watch. Ça fait 2 ans qu'on n'a plus de keynote avant la WWDC. Oui, mais il n'y a plus d'agenda non plus depuis 2 ans. Et je ne pense pas que l'Apple Watch puisse faire une keynote d'1h30 à elle toute seule. Eh ben, je suis pas sûr, tu vois. Et le truc, c'est que chez Apple, ce n'est plus seulement le device, ce n'est plus seulement l'appareil électronique, ce n'est même plus le device plus le software, c'est-à-dire
le logiciel, c'est également le service. Or, ils ont mis à disposition maintenant des développeurs un kit de développement logiciel spécifiquement destiné à l'Apple Watch. Et donc, s'il y a une keynote, ça sera les différents modèles avec les prix, mais également tout ce qu'on peut faire avec. Et donc, pour donner, ne serait-ce que pour donner envie aux gens de l'acheter. Ouais, mais une heure et demie entière sur les applis et les services proposés, tu penses? Une heure suffit. Ils l'ont fait pour l'iPad à 2 reprises. C'est pas, ils ont dit. Alors, on a une autre question sur Twitter avec le hashtag iWeekTV. C'est Sam qui vous demande si l'Apple Watch peut être utilisée. Alors, est-ce qu'elle peut être appareillée avec un iPhone, puis utilisée indépendamment? Il envisage le cas où il y aurait plusieurs montres, mais un seul iPhone dans la famille, en fait. À votre avis, est-ce que vous avez une idée? L'iPhone sert d'antenne, en fait. Donc, est-ce que le partage familial... Est-ce qu'on peut appareiller plusieurs iWatch, Apple Watch? Voilà. Si c'est du Bluetooth, pourquoi pas. Enfin, on ne sait pas, mais aujourd'hui sur Android, par exemple, on peut avoir un seul téléphone, et comme toutes les montres connectées sous Android sont reliées grâce au Bluetooth, on peut avoir 3 montres connectées sur le même téléphone. C'est pas. Oui, mais on n'a déjà pas de multi-utilisateur sur iOS. Puis je pense pas qu'il se soit cassé le tronc à faire des bracelets. Tu as failli le dire. Le tronc, non. C'est ça. Bon, on va rester sur l'Apple Watch. Les bracelets sont différents. Oui. Donc c'est pour avoir la même montre. Bien sûr. À chaque fois. Bien sûr, Gilles. On va rester sur l'Apple Watch avec les confidences de Johnny Ive sur le projet Apple Watch dans son ensemble. Et voilà, clairement pour lui, l'Apple Watch ça a été un projet qui a été plus compliqué à sortir que l'iPhone au départ. Je ne sais pas si vous avez lu cette interview qu'on retrouve notamment, enfin ces éléments qu'on retrouve notamment sur Hubert Gizmo, puisque Johnny Ive a encore reçu une récompense, voilà, en tant que designer. C'était au musée d'art moderne de San Francisco, et voilà, il s'est livré à quelques confidences à l'occasion de cette célébration. Ça vous étonne pas que ça a été un projet compliqué à monter, hein? Non, ils l'ont expliqué d'ailleurs dans la vidéo. Il le dit à mots couverts, et même de façon relativement explicite. La surface d'affichage étant beaucoup plus réduite et les informations étant les mêmes, il a fallu déployer des trésors d'ingéniosité. En plus, l'interface est relativement complexe. On en a parlé déjà. Est relativement complexe par rapport à des gestes très très naturels qui sont ceux de l'iPhone, par exemple. Ouais, alors, tu sais quoi, Gilles, puisqu'on est sur le sujet de l'interface de l'iPhone, je ne résiste pas à cet article excellent que j'ai trouvé sur Mac+. Le bureau de l'Apple Watch qui a été porté sur un iPhone, tu te souviens de cet article? Le bureau de l'Apple Watch porté sur iPhone. L'interface de l'Apple Watch. Ah bah c'est le titre de l'article sur ton site, hein. Je peux pas faire mieux que... Je suis désolé, je n'étais pas là ces jours-ci. Ah bon? Ils ont été en roue libre. Bon, d'accord. Alors, tu sais quoi, je vais te montrer. Tu vas me l'envoyer? Je vais te montrer. Bah, écoute, je vais faire mieux. Je vais te montrer ce que ça donne. Alors, je vais essayer de vous montrer ce que ça donne. Voilà. Arnaud, oui. Ça, c'est la vidéo qu'on voit sur macplus.net, donc le site dont tu es le fondateur et le patron. Hein, non, pas le fondateur. C'est. Ah, pardon. Non, je suis arrivé en 2002. Ah. Bon, alors, dont tu es l'héritier. Voilà, l'héritier. Oui. Alors, je pensais que tu pourrais nous en parler, mais donc non, absolument pas. Là, j'ai fait un four. Tu vois, je me suis dit, c'est sur Mac+, c'est pour Gilles. Bon, la semaine prochaine, si vous voulez. Mais non, absolument pas. Mais tu peux peut-être nous en parler, toi qui as découvert le. Bah écoute, non, je pensais que c'était très visuel, donc voilà, on est passé sur la. Il manque la petite molette qui est un peu. Je pensais que tu me tendais une perche par rapport à Tony Fadell. À mon sens, la petite roulette, la petite molette, la couronne, comme on dit pour la montre, qui est un peu la revanche
de Tony Fadell qui avait perdu les arbitrages par rapport à l'interface de l'iPhone. Eh ben, tu sais quoi, puisque tu parles de Tony Fadell et puisque tu vas nous en dresser le portrait, on tourne une petite virgule et on se retrouve avec toi, Gilles, dans un instant. À tout de suite. Voilà, portrait d'Apple avec Gilles Dounès, le patron de MacPlus.net. C'est le patron. Oh. Bah, qu'est-ce que tu veux que je dise? J'ai le président de l'ASSO qui publie MacPlus, le directeur de la rédaction, ça se dit, c'est moi qui vais en tôle si on a un procès. Voilà. D'accord, très bien. Autrement dit, tu es responsable. Voilà, c'est très bien. Alors Gilles, on le disait chaque semaine, en tout cas à chaque fois que tu peux participer à l'émission, tu vas désormais tirer le portrait d'un cadre d'Apple. On a commencé avec Tim Cook la semaine dernière et il s'est passé des choses depuis. On pourrait déjà en refaire un quasiment. On y reviendra à Tim Cook. On lui consacrera sans doute une émission très bientôt à lui seul. Mais tu voulais revenir sur un autre personnage justement emblématique et très lié justement à l'iPhone et surtout à l'iPod. Bah, c'est Tony Fadell justement. Alors, explique-nous qui est Tony Fadell, Gilles. Parce qu'on revient en fait on l'a dit, on revient de la Paris Game Week et de la partie consacrée aux objets connectés. Et Tony Fadell, qui est bien connu comme l'un des papas de l'iPod, il a également entamé une deuxième ou une troisième carrière avec Nest, en faisant Nest Labs en 2010, qui est une société qui a vocation à commercialiser tout un tas de petits bidules connectés. En particulier, ils ont commencé avec un thermostat intelligent qui permet de réguler la température de façon beaucoup plus fine et que ce qu'on connaît à présent. Et c'est quelqu'un d'extrêmement doué qu'on peut classer dans la catégorie des visionnaires, à tel point que Google a racheté la société pour la baguette en 2014, alors qu'il y avait un produit qui était relativement peu vendu pour 3,2 milliards de dollars. Alors, on connaît l'histoire. Hein. En 2001, il fait une proposition à un certain nombre de sociétés, dont Philips, et pour lesquelles il travaille. Oui. Non, on t'écoute, Gilles. Et donc, non, je me disais juste, souviens-toi que tu as 2 minutes. Hein. 2 minutes. Et donc Apple fait partie de la boucle et sont les premiers à répondre et ils prennent contact avec Jonathan Rubinstein, dont on parlera également, qui est un des grosses figures d'Apple, pour monter le projet iPod, qui dès le départ aura trois pieds, c'est-à-dire le baladeur qu'on connaît tous, le jukebox qui est iTunes et la boutique en ligne qui est l'iTunes Music Store, qui s'est étoffé ensuite avec de la vidéo, des films et des applications, et sur lequel fonctionne encore l'iPhone, et qui est à la base du fonctionnement de l'ensemble des écosystèmes des téléphones intelligents. Gilles, on va pas trop se perdre. Il faut vraiment, alors tu sais quoi, sur ces portraits, il faut vraiment qu'on reste concentré sur l'homme, hein, sinon on va pas s'en sortir. Moi j'ai une question parce que c'est un souvenir que j'ai. Est-ce que tu peux me le confirmer? La légende veut. Alors quand tu dis que Apple a été la première société approchée, je crois pas. Je crois que Fadell en a vu plusieurs qui lui ont tous dit non. Et si je me souviens bien, c'est Steve Jobs lui-même qui l'appelle. Je crois qu'il est en vacances il fait du ski, il est sur une piste de ski et il reçoit un coup de fil de Steve Jobs en lui disant « Venez tout de suite ». Non, c'est Jonathan Rubinstein. C'est le monsieur composant de chez Apple à l'époque qui avait trouvé le micro disque dur qui était celui sur lequel on pouvait mettre 1000 chansons dans votre poche à l'époque, qui était énorme. 5 gigas à l'époque, ouais. Ouais. Et donc, c'est lui qui lui téléphone en disant « On a quelque chose pour toi ». Ouais. Il était dans le Colorado en train de faire du ski. Voilà. Et juste, si je me souviens bien, on est en février 2001. C'est ça. Et donc, on est à peine 6 mois avant la sortie de l'iPod, ce qui est, enfin, c'est impossible de mettre,
de mettre en branle et de sortir un produit en 6 mois en partant de zéro. C'est hallucinant, hein, industriellement parlant. Ils ont fait extrêmement fort en mettant dans la boucle les gens, je me souviens plus de la société c'est Pixo, je crois, Picto, qui avait fait le logiciel qui au départ était fait pour les téléphones portables, et ils vont adapter le logiciel pour un baladeur. Les délais étaient absolument impossibles à tenir. Ouais. Tu as raison. Juste, on va finir là-dessus, Gilles. Oui. Fadel a quitté Apple, donc à quel moment ? Il quitte Apple en 2006, après être devenu 2008, pardon. Après être devenu en 2006, c'était son rêve. Sur son CV, il y avait l'objectif de carrière, c'était devenir vice-président d'une division dans une grande société de la Silicon Valley. Il a réussi, pendant 2 ans. Il perd les arbitrages au niveau de l'iPhone. Il voulait rester sur quelque chose basé sur le HTML5. Scott Forstall, qui était plus proche de Steve Jobs à l'époque, emporte les arbitrages et réussit à imposer un véritable système d'exploitation avec des applications. C'est la suite de l'iPhone en 2008. Il s'en va et il va fonder Nest. Ouais. Et donc, ce que tu expliquais. Entamer une nouvelle carrière. Avec beaucoup de succès. Voilà pour Tony Fadel. Bon, Gilles, t'as vu, 2 minutes, c'est dur, hein. C'est dur, oui. Je crois que tu as fait au moins 5, mais on t'en veut pas, c'était bien. Mais tu vois, l'objectif de 2 minutes, il est dur, hein, à atteindre. Faire court, c'est ce qu'il y a le plus difficile. En tout cas, bon, c'est toujours passionnant d'apprendre des choses, d'apprendre les petites histoires dans la grande histoire avec toi. Merci beaucoup, Gilles. À propos des vedettes, vous avez sans doute vu que ces 2 rumeurs en quelques jours. D'abord, celle qui disait que Christian Bale, donc l'un des Batman, allait incarner Steve Jobs dans le 2e biopic, mis en scène par, j'ai un trou de mémoire, par Danny Boyle, voilà. Et puis en fait, non, ce ne sera pas Christian Bale. Bon, est-ce que vous irez voir un 2e film sur Jobs, parce que j'imagine que vous avez vu le premier? Non. Bah oui, on ira le voir parce que enfin moi j'irai le voir parce que voilà, c'est ton métier. Dans le monde des nouvelles techno et que j'irai le voir au moins pour le travail. Oui. Gilles, tu l'as pas vu, toi? J'ai pas vu le premier, j'ai pas voulu le voir. Tu n'as pas voulu le voir? Non. Et éventuellement, avec le recul, je laisserai reposer la poussière, mais pas à moins qu'il fasse en faire la recension. Mais de préférence, je la laisserai à quelqu'un d'autre. D'accord. Bon, d'accord. Donc on t'envoie même pas d'invitation, c'est pas la peine. Bon, très bien. Fred, tu l'as vu le premier? J'ai vu le premier, j'ai pas trop aimé. Bon, après, moi, je suis quelqu'un de compliqué vis-à-vis du cinéma. Mais le deuxième, oui, c'est très intéressant parce que le réalisateur, c'est quand même Danny Boyle. On peut citer Trainspotting, entre autres, et The Beach, qui est peut-être l'un de ses plus mauvais films. The Beach, alors c'est la plage, hein, c'est pas la plage, pardon. C'est pas l'autre. Et surtout, il a mis, il n'y a pas très longtemps en scène, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Londres. Donc c'est un grand monsieur, et donc en termes de mise en scène, ça risque d'être très très intéressant. D'accord. Autrement dit, ça peut être mieux que le premier, c'est ça que tu es en train de nous dire. Je suis même quasiment persuadé que ce sera beaucoup mieux que le premier. Ok, bon, on attend ça. Il faudrait d'abord qu'il trouve l'acteur qui va incarner Jobs, et c'est pas évident parce que Christian Bale, je sais pas comment on le dit en anglais ou en français. Ça, c'est Bale. Il y avait un air de ressemblance, donc ça pouvait le faire. Enfin là, en l'occurrence, c'est le vrai Steve Jobs, donc forcément ça lui ressemble, mais Christian Bale, ça marchait pas mal. Bon, je veux dire. Oui, Gilles, attends, je reviens vers toi dans une seconde. Il va être l'heure de vous faire gagner un petit cadeau avec notre partenaire. Alors on marque une toute petite virgule et on se retrouve dans un instant pour vous faire gagner un petit cadeau. À tout de suite.
Voilà, ce cadeau, c'est Moby qui vous le propose comme chaque semaine dans iWeek. Alors, regardez ce que c'est. On a un petit peu changé par rapport aux autres, aux semaines précédentes. Voilà, on vous a pas mal parlé du Magic Charger. En fait, c'est un peu l'équivalent, mais différent cette fois, soit pour le clavier sans fil Apple, soit, vous le voyez, pour le Magic Trackpad. Alors, moi, j'aime beaucoup leur packaging, c'est assez astucieux. Vous voyez là, ça, c'est ce qu'on trouve à l'intérieur de la boîte. Quand on soulève, hop, on a ce petit cylindre qu'on va venir mettre à la place des 2 piles habituelles qu'on place dans le clavier ou dans le Magic Trackpad et qui s'usent relativement vite, donc il faut les changer, ça coûte cher, etc. Là, on va recharger ce petit chargeur avec un simple câble USB. Voilà, donc c'est très malin, ça s'appelle le Power Bar de Moby, et on vous propose de le gagner, ce Power Bar. Alors je l'ai juste ouvert, il n'a pas servi, mais je me chargerai de vous l'envoyer. D'ailleurs, je vous précise, vous qui avez gagné ces dernières semaines, qu'on est un peu en retard sur les envois, mais ne vous inquiétez pas, on n'a rien perdu, et tout va partir dans les prochains jours, c'est promis. Alors la question, pour gagner ce cadeau Moby, elle est très simple, puisqu'on parlait du biopic, du premier biopic sur Steve Jobs, et du deuxième, donc, qui ne sera pas avec Christian Bell. La question est très simple, et je vous demande de participer via Twitter avec le hashtag que vous voyez en bas de l'écran iWeekTV. Question toute simple, qui incarnait Steve Jobs dans le premier biopic? Alors attention, il faut mettre les deux hashtags iWeekTV et Moby, et il faut écrire le nom de cet acteur sans faire de faute d'orthographe. C'est peut-être le plus dur. C'est peut-être le plus compliqué parce qu'il a un nom. Voilà, il a un nom pas simple à orthographier. Donc iWeekTV et Moby pour les deux hashtags, et vous nous mettez juste le nom de l'acteur qui a incarné Steve Jobs dans le premier film qui s'appelait Jobs, d'ailleurs tout simplement. Et voilà, le premier à répondre sur Twitter gagnera ce Power Bar par Moby. Voilà, on tourne une deuxième petite virgule et on se retrouve pour la suite et la fin d'iWeek. Voilà, il nous reste pas beaucoup, hein, il nous reste 5-6 minutes pour continuer à dérouler l'actu Apple. Bon, sur l'actu ciné, je pense qu'il n'y a plus rien à dire. On a à peu près fait le tour. Il faut dire que le prochain, a priori, le prochain biopic serait basé sur la biographie de Walter Isaacson, qui est quand même quelque chose d'excellent. Et donc, a priori, oui, il y aurait, comment dire, il y a des raisons de sauver le film. Je ne veux pas être trop négatif a priori. Il y a un bon socle narratif, donc déjà à la base. Ensuite, il y a un réalisateur qui connaît parfaitement son métier et qui l'a prouvé, il n'a plus besoin de prouver. Après, oui, effectivement, je pense qu'ils ont un problème de casting. Maintenant, jouer Steve Jobs, quand on te présente ça... Dur, hein? Ouais, c'est dur. Je pense pas que ce soit si évident pour un acteur si évident que ça. Bon, alors disons un mot du reste de l'actu Apple. On va continuer avec donc ces recrutements, puisque Apple à la fois a engagé un nouveau cabinet pour s'occuper de toutes ces affaires de brevets et de marques, et puis une petite annonce, je crois, sur le site d'Apple. Parce que la marque à la pomme cherche un évangéliste pour l'Apple Watch. J'imagine qu'il y a eu beaucoup de candidatures qui ont dû arriver. Vous avez postulé les uns ou les autres? C'est entre nous, hein. Oui, non. Il faudrait. Non. Il faudrait être en Californie pour ça. Oui, c'est ça. Voilà. C'est vrai qu'on est au départ, on est un petit peu loin, c'est vrai. Bon, sur la gestion des brevets des marques. Ah oui, le portefeuille doit maintenant être assez conséquent. Il faut dire qu'ils ont beaucoup, comment dire, mis à profit ce qu'ils développaient et ce qu'ils n'utilisaient pas. Ils l'ont beaucoup proposé à d'autres marques, oui, y compris Microsoft. Donc, pourquoi pas, quoi. Bon, je vous rappelle, si vous voulez jouer, qu'il faut donner donc le nom de l'acteur qui incarnait Steve Jobs dans Jobs, le film.
et nous envoyer un tweet avec les deux hashtags iWeekTV et Moby. Je crois que ça a commencé à dégringoler et je me demande s'il n'y a pas déjà un vainqueur, mais on verra ça juste avant la fin de l'émission. Je pense que je pourrais vous l'affirmer dans quelques minutes. Actu, alors objets connectés, pour ceux qui suivent un peu ce qui se passe, ce sont nos amis de chez Fitbit qui viennent d'annoncer leur nouveau bracelet. Alors, j'ai des infos très fraîches, puisque j'ai eu des infos cet après-midi. Je crois que le premier modèle sera disponible à la mi-novembre. C'est le bracelet, ça, ouais. Voilà, les autres arriveront toute fin d'année, je crois, normalement. Et petite info qui vous intéresse et qui vous concerne, vous retrouverez très très bientôt Fitbit dans iWeek. Et vous pourrez notamment gagner dans sans doute 15 jours ou 3 semaines des bracelets Fitbit en regardant l'émission et en participant via Twitter. Donc, bonne nouvelle. Je vais arrêter de participer pour pouvoir jouer. Tu as vu l'annonce de ces bracelets, Grégoire ? Oui, en fait, il y a eu un bracelet et une montre. Sur un marché qui est devenu très compliqué parce que très concurrentiel. Hein. Oui, toutes les. J'ai arrêté de compter le nombre de marques qui proposent des bracelets connectés en fait. Mais oui, non, c'est une montre avec un écran carré qui permet d'afficher pas mal d'infos sur le suivi de l'activité physique et qui a l'air assez sympa. Donc effectivement, à tester, mais la montre, elle ne sortira que début 2015. Voilà, je crois que c'est l'aspect cardio notamment qui a été particulièrement poussé sur ces nouveaux bracelets donc de Fitbit que vous allez retrouver, dont on vous reparlera assez vite sur Watch. On va finir, il nous reste une grosse minute pour parler d'un nouveau projet entre Apple et Nike. Alors on se souvient du Fuel Band qui a été mis en stand-by, mais c'était pas la fin de l'histoire apparemment. Qui veut prendre le sujet ? Bon, ils ont déjà une longue expérience entre eux, donc. Est-ce que c'est pas étonnant finalement ? Est-ce que c'est pas étonnant qu'Apple continue de travailler avec Nike sur un simple bracelet alors qu'elle concentre tellement d'efforts en ce moment sur l'arrivée de l'Apple Watch qui finalement fait tout ça et plus et peut-être mieux ? Non, parce que Ouais, Fred. En 30 secondes, il y a beaucoup de gens qui font du running aux États-Unis et qui utilisent notamment des produits Nike. Donc, je pense que c'est assez stratégique de la part d'Apple. Oui, et puis un partenariat au long cours. Le premier objet connecté, c'était sans doute le Nike plus iPod. Et puis, la notion d'écosystème chez Apple, c'est on propose son propre produit pour amorcer la pompe. Et ensuite, on travaille avec des partenaires qui vont faire leur propre proposition, sachant que chaque nouvel entrant sur le marché fait grossir un gâteau, et donc le gâteau du marché, et donc permet aux autres de gagner leur vie également. Bon voilà, on va se quitter sur ce dernier mot. J'avais prévu qu'on parlerait assez longuement des rumeurs autour de l'iPad Pro 12 pouces, enfin en tout cas annoncé comme tel. On va se les garder sous le coude pour la semaine prochaine. Il y aura sans doute encore plus à dire. Oui, Gilles, tu disais quoi ? Et la reine d'Angleterre, on en parle. Oui, la reine d'Angleterre, mais oui, bien sûr. Je voulais. Écoute, tu sais quoi ? Allez, est-ce que j'ai le temps de vous la montrer ? Je ne sais pas. La reine d'Angleterre qui a donc tweeté pour la première fois de sa vie il y a quelques jours. Allez, je vous montre la reine d'Angleterre. Voilà, hop, la reine d'Angleterre. Elle a envoyé son premier tweet. Et c'était apparemment depuis un iPhone, puisque c'était l'appli Twitter pour iPhone qui a servi donc à envoyer ce premier tweet de la reine Elisabeth qui inaugurait donc une expo sur comment on dit, l'âge de l'information. Il y a sans doute un mot plus exact en français. Voilà, au muséum des sciences de Londres. Là aussi, je pense qu'il y a aussi une traduction plus juste. Enfin, vous avez compris l'idée. Voilà, merci beaucoup les amis. On a réussi à glisser le maximum d'infos. On se retrouve nous mardi prochain 20h en direct sur Watch TV pour le 10e numéro d'iWeek. Merci Fred, merci Grégoire. Merci Benjamin. Et merci Gilles. Et passez une très très bonne soirée sur Watch. Que vous regardiez cette émission en direct ou en replay, je vous rappelle les box. Freebox 154, box de SFR 178 et dans quelques jours sur la B-Box de Bouygues Télécom. On est très heureux d'arriver sur cette 3e box. Salut à tous, à très bientôt.
Moby vous a présenté iWeek, toute l'actualité Apple en live sur Watch TV.